Voici Frédéric Guittard et sa femme Touria. Pendant 26 ans, ils ont vécu heureux, entourés de leurs 2 filles et de leurs nombreux amis. J'aimais beaucoup aller chez eux, c'était très agréable. Les fêtes chez les Guittards, a priori, c'était quelque chose d'important. Seulement, ce couple en apparence parfait cachait en réalité des secrets inavouables. Des secrets qui vont prendre d'abominables proportions. Ça faisait des années qu'il pratiquait le libertinage. Elle s'est rendue compte qu'il en fallait toujours plus pour son mari. Il y a eu 3 balles qui ont été tirées. C'était une boucherie. Il y a du sang partout. Alors est-ce que c'est pas une maîtresse jalouse, un amant éconduit? On en vient à penser que peut-être il y a un contrat derrière tout ça. Lundi 29 juin 2015, nous sommes au Mans, dans le département de la Sarthe. Il est 16h45 lorsque Mélissa Guittard, 19 ans, accompagnée de sa meilleure amie Pauline, arrivent à l'appartement de son père, Frédéric Guittard. Mais une fois devant la porte, il y a quelque chose qui cloche. Elle sonne à la porte, espérant que son père vienne l'ouvrir. Son père ne vient pas. Donc elle insiste. Elle se rend compte que la porte n'est pas verrouillée. Elles arrivent dans le petit couloir qui mène à la pièce de vie. Quand elle cherche à entrer dans le salon, la porte est légèrement bloquée par un meuble derrière, ce qui véritablement la questionne et commence à l'inquiéter. Dans le salon, les 2 jeunes femmes découvrent qu'il s'est passé quelque chose d'horrible. Un crime d'une violence inouïe. Dans le fond de l'appartement, il y a le corps du père de Mélissa. En une fraction de seconde, la vie de Mélissa Guittard s'effondre. Pauline et Mélissa, elles sont choquées. Elles comprennent pas ce qui se passe. Il y a du sang partout. Il y a du sang sur les murs, il y a du sang sur les rideaux, il y a du sang sur les portes, il y a du sang sur les objets. Quand elle appelle les pompiers, elle dit c'est une boucherie, venez vite, c'est une boucherie. Mais il est trop tard, Frédéric Guittard est déjà mort. Lorsqu'ils arrivent sur place, les enquêteurs sont tout de suite intrigués par la position du corps de Frédéric Guittard. Cela ressemble à une mise en scène macabre qu'il est pour l'heure bien difficile à décrypter. Le corps de Frédéric Guittard est sur un radiateur qui est descellé du mur. Il a une position complètement inhabituelle. Il a une jambe repliée sur lui-même. Il est torse nu et il a le jean à moitié baissé, laissant son sexe découvert. La position du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ce corps sur un radiateur dénudé? Les policiers comprennent qu'ils sont face à un crime hors norme, ce qui va être confirmé par le légiste, qui va leur apprendre que Frédéric Guittard a été exécuté de 3 balles de revolver. Le premier tir, un tir transfixiant, c'est-à-dire une balle qui va transpercer le corps de Frédéric. Le deuxième tir, cette fois-ci, c'est un tir dans la nuque. Les experts nous diront qu'il a pu continuer à se déplacer à ce moment-là dans la pièce. Et le 3e tir à bout touchant a été fatal. C'est-à-dire qu'on a posé le revolver sur la tempe de Frédéric Guittard et à ce moment-là, on a tiré, on l'a achevé. Ça me fait mal qu'il ait pu souffrir et de se voir mourir. Ça a été très difficile. D'imaginer ce qu'il a enduré pendant ce temps-là. Comme il est d'usage, les experts de la police scientifique cherchent les indices qui leur permettraient d'identifier le tueur. Mais le problème, c'est que ni l'arme du crime, ni les douilles ne seront retrouvées. Ça veut dire qu'après avoir assassiné Frédéric Guittard de 3 balles dans le corps, dont une balle dans la tempe, on a encore ensuite le sang-froid, la clairvoyance et l'expertise de se dire il faut
ramasser les douilles. Il y a plein d'informations, mais il n'y a rien de précis. Dans la cuisine ou la salle à manger, il n'y a pas de traces de pas, pas de traces de main, pas d'ADN. Il n'y a rien. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils vont plonger dans une affaire criminelle des plus énigmatiques. D'autant que rien dans la vie de Frédéric Guittard, la victime, ne colle avec la barbarie du meurtre. Avertis du drame, la famille et les amis de Frédéric Guittard sont abasourdis. On n'y croit pas, c'est quelque chose... J'ai pensé qu'il avait fait une crise cardiaque, mais ce qui s'est confirmé dans la soirée, c'est que c'était bien plus grave que ça et que, apparemment, c'était... voilà, il avait été tué. Un meurtre incompréhensible pour ses proches. Car tous sont unanimes. À 51 ans, ce bon vivant d'origine bretonne est le meilleur ami dont on puisse rêver. Frédéric était un homme intelligent, subtil, drôle. Il était toujours à lancer la petite blague, il était très agréable, il était même souvent empathique avec son entourage, et donc il était comme ça tout le temps. Je pense que quand on l'a rencontré une fois, on s'en souvient toujours. Un homme charmant donc, qui va faire succomber en 1986 Touria Ravjaoui, une belle brune d'origine marocaine. Il tombe instantanément amoureux. Il lui fait une cour assidue, elle finit par céder. C'est tout de suite une vraie histoire d'amour et ils vont décider de bouger ensemble puisque Frédéric, pour le travail, va devoir se rendre en Sarthe. Le couple s'installe ici, dans une jolie maison à Montfort-le-Génois, à quelques kilomètres du Mans. Très vite, la famille s'agrandit. Mélissa naît en 1995 et Salomé 5 ans plus tard. À eux quatre, ils incarnent l'image parfaite du bonheur. C'était un couple qui avait bien mené sa barque, qui avait une belle maison. Touria, c'est quelqu'un qui adore recevoir ses amis. Tous les voisins sont invités régulièrement. J'aimais beaucoup aller chez eux. C'était très agréable. Touria faisait bien manger. Elle recevait très bien aussi. Les fêtes chez les Guittards, a priori, c'était quelque chose d'important. On buvait un peu plus que de raison. Voilà. Seulement voilà, en 2013, les amis du couple apprennent qu'après 26 ans de vie commune, Touria et Frédéric se séparent. La maison familiale est mise en vente et le père de famille s'installe ici, dans le centre-ville du Mans. On a une séparation qui se passe de manière très classique. Ils continuent d'avoir des relations amicales, ne serait-ce que pour les enfants, mais même entre eux. Frédéric Guittard continue à l'appeler sa femme. Malgré leur séparation, le couple s'entend à merveille. D'ailleurs, lorsqu'elle apprend ce qui est arrivé au père de ses deux filles, Touria est totalement anéantie. Elle est également dans la stupéfaction et dans l'interrogation. Elle va les supplier de trouver les gens qui ont fait ça, les salopards qui ont commis ce crime. Touria semble sincèrement bouleversée par la mort de son ancien compagnon. Mais alors, qui pourrait bien en vouloir à Frédéric Guittard au point de l'exécuter froidement? Il y a pourtant une piste qui se dessine. La victime était riche, et c'est peut-être sa fortune qui a suscité des convoitises. Frédéric Guittard a fait toute sa carrière au sein d'une célèbre entreprise spécialisée dans les rillettes. L'homme a démarré en bas de l'échelle en 1990, jusqu'à devenir le directeur commercial de l'entreprise. C'est un homme qui a réussi socialement.
Il a connu une ascension fulgurante. Il avait doublé les chiffres d'affaires au niveau commercial. Il était très impliqué dans son travail. Il était fier de son parcours. Au fil des années, Frédéric avait ainsi réussi à se constituer un patrimoine très important. Il possède en tout et pour tout 6 comptes bancaires. On est aux alentours de 300 000 €. Il a également 3 biens immobiliers qu'il loue et qui lui permettent d'avoir un complément de ressources. Mais 3 ans avant sa mort, Frédéric décide de changer de destin. Il n'a que 48 ans et pour lui, c'est une nouvelle vie qui démarre, encore plus lucrative. Il va se mettre au chômage, mais c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de travailler. Donc il va se consacrer à une nouvelle activité qui est la bourse. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très doué. Et ce qui va ressortir notamment de son capital, c'est qu'il va faire fructifier les sommes qu'il a investies en bourse. C'était un peu le roi Midas. Hein. Il arrivait, dès qu'il touchait à quelque chose, il y arrivait. La fortune de Frédéric Guittard est passée au crible par les enquêteurs qui se demandent si, dans le cadre de ses placements financiers, la victime n'aurait pas fait de mauvais choix. On va regarder ses investissements en bourse, ses investissements personnels, assurance vie, etc. Essayer de déceler des mouvements qui pourraient être qualifiés de suspects. Et on peut notamment imaginer le fait, dans le cadre de ses placements boursiers, qu'il ait fait de mauvais placements, que peut-être il ait fait des mauvaises rencontres. Les enquêteurs ne découvriront rien de suspect, aucun mouvement, aucun capital qui aurait pu amener à ce terrible drame. Le mobile financier est donc abandonné. D'autant qu'il n'est pas compatible avec ce que l'on sait de la victime. Un homme très discret qui n'est pas du genre à étaler sa fortune. Ils n'étaient pas ostentatoires. Comme je vous dis, Frédéric, quand il travaillait, il avait une belle voiture de fonction, mais c'était une voiture de fonction qui n'était pas à lui. Et quand il a arrêté son boulot, il a acheté un 4x4 qui avait déjà pas mal d'années, donc une voiture d'occasion, je pense relativement bon marché, quoi. Voilà. Pourtant, à y regarder de plus près, Frédéric Guittard n'est peut-être pas aussi discret qu'il en a l'air. Les enquêteurs vont découvrir que l'homme commettait des imprudences qui peut-être lui ont été fatales. En effet, il vivait ici, au premier étage de cette résidence, située dans l'un des quartiers chics du Mans. Et depuis la rue, les fenêtres de son appartement offraient une vue imprenable sur son salon. Et le problème, c'est que les rideaux n'étaient pas souvent tirés. On voit 3 ordinateurs, on voit notamment un ordinateur dernier cri, on voit du matériel qui donc coûte cher. Et on peut, à ce moment-là, imaginer que quelqu'un animé de mauvaises intentions se dise « Tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire ». Et justement, la famille va indiquer aux policiers que l'un des ordinateurs de la victime a mystérieusement disparu. Il manque un ordinateur portable et un téléphone portable. Donc ils se mettent sur la piste du cambriolage qui a mal tourné. Alors, pensant qu'il n'était pas chez lui, un individu s'est-il introduit dans l'appartement de Frédéric Guittard pour lui dérober ses biens? Les choses se sont-elles envenimées? Peut-être bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'accès à l'appartement de Frédéric Guittard est hautement sécurisé. Frédéric était quelqu'un de méfiant, dans le sens où il n'ouvrait pas sa porte à tout le monde. Avant d'accéder à l'appartement, il faut badger et que la personne qui vous invite vous envoie l'ascenseur. Donc il fallait que quelqu'un ait le pass. Et c'était ça le point primordial. Et je rajoute qu'il n'y a pas d'effraction. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup. Le cambriolage est quasiment impossible, sachant qu'il n'aurait jamais ouvert à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Reste une possibilité. La victime connaissait peut-être son meurtrier. Et elle le connaissait tellement bien qu'elle lui aurait confié un jeu de clés.
Voilà, les enquêteurs vont, en fouillant dans la vie de Frédéric Guittard, découvrir que depuis qu'il était séparé de Touria, Frédéric Guittard avait beaucoup de copines, beaucoup de maîtresses. Donc les policiers se demandent si ça pourrait pas être la piste d'une femme bafouée. L'enquête prend alors une toute autre tournure, plus surprenante celle-là. Le meurtrier pourrait être une meurtrière. Voici Caroline. C'est l'une des femmes que fréquentait Frédéric Guittard. Elle est même sa dernière maîtresse en date, la dernière à l'avoir vu vivant. La veille du meurtre, ils ont passé la nuit ensemble. Pour la première fois, elle a accepté de revenir sur cette matinée qu'elle n'oubliera jamais. Il s'est levé vers 5h30. Donc ça, j'en suis certaine, parce que j'ai regardé le radio-réveil à ce moment-là, j'ai senti un mouvement dans le lit, et il faisait jour, voilà. Et donc on a bavardé un petit peu, puis il est descendu, et voilà. Caroline ne reverra jamais Frédéric. Depuis, son image la hante. Pendant des mois, je le revoyais partir, voilà. Je me souviens très bien de la manière dont il était habillé, cette chemisette rouge que j'avais encore jamais vue. Donc il est parti avec son sourire habituel, en envoyant un petit baiser du bout des doigts. Caroline et Frédéric Guittard avaient fait connaissance 2 mois plus tôt sur un site de rencontre. Et elle n'était pas dupe. Voici comment un jour elle a appris que son amant collectionnait les maîtresses. Effectivement, un jour, en allant chez lui, voilà, ça fait un peu trivial, mais c'est ça quand même, il y avait effectivement un sous-vêtement qui n'était pas le mien, qui était sous le lit. Donc, j'étais pas la seule femme qu'il voyait, puisque c'était quelqu'un qui aimait charmer les femmes, qui aimait les conquérir. Après, libre à chacune d'accepter ou pas d'être une dans la multitude. C'est quelqu'un qui aime le sexe, avant et après sa séparation. Sa famille est au courant, c'est accepté par tout le monde. C'est vrai que sa vie sentimentale, elle était particulière par rapport au commun des mortels, on va dire. Ça faisait des années qu'il pratiquait le libertinage. Alors, une nouvelle piste se dessine. Est-ce au cours de ces soirées libertines que Frédéric Guittard aurait fait une mauvaise rencontre? D'autant que, souvenez-vous, la position de son corps sur la scène de crime était particulièrement tendancieuse. Frédéric Guittard est découvert torse nu sur un radiateur descellé, son pantalon est baissé, son caleçon est baissé, le sexe apparaît. Il y a une symbolique derrière cette position, une symbolique sexuelle qui ne manque pas de faire penser que peut-être il y aurait un lien avec une affaire de mœurs. Les enquêteurs vont suivre les pas de Frédéric Guittard dans ce milieu de l'échangisme et vont rentrer en contact, chercher tous les partenaires de Frédéric Guittard, tous vont être auditionnés, on va recouper leurs témoignages et on va essayer d'en savoir plus. Et forcément, Caroline, sa dernière maîtresse en date, fera partie de la longue liste des personnes convoquées par la police. Un matin, vous avez un homme qui quitte votre domicile sur ses 2 jambes et le lendemain après-midi, vous avez un message du commissariat qui vous dit qu'il faut absolument venir impérativement de toute urgence. Et après, tout ça s'enchaîne, vous êtes plongé dans des interrogatoires, ça fait un choc quand même. Les enquêteurs ont cherché, mais il n'y a pas d'amant jaloux, il n'y a pas de maîtresse jalouse, même dans le milieu du libertinage.
Mais il y a une question qui reste présente dans l'esprit de tout le monde, c'est Touria, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'elle devient et comment elle le vit? Et si l'épouse de Frédéric Guittard a quelque chose à voir dans le meurtre de l'homme dont elle est séparée? Cette femme de 53 ans suscite à présent tous les soupçons. En réalité, les enquêteurs découvrent qu'en 2013, c'est Frédéric qui est à l'origine de la rupture. Une séparation qui va plonger Touria dans la dépression. Une séparation, c'est jamais rigolo. Ils ont eu un parcours de vie ensemble assez long. Et pour Touria Rabjaoui, c'est le début d'une lente descente, où elle passe son temps à boire de l'alcool. Vous vous rendez compte, elle, cette femme qui était d'une catégorie sociale supérieure, cette femme qu'elle aimait recevoir, elle buvait du rosé dans un gobelet en plastique. Touria ne se remet pas d'avoir été quittée par Frédéric Guittard. D'autant qu'elle estime avoir tout fait pour lui, y compris céder à tous ses caprices sexuels. Par amour pour lui, elle a accepté de participer au libertinage. La première fois, elle s'est sentie pas bien du tout. Et puis après, elle s'est rendue compte qu'il en fallait toujours plus pour son mari. Par amour pour son époux, Touria avait même renoncé à sa vie professionnelle. Elle, qui pourtant s'était fixée de bien grandes ambitions. Elle rêvait de réussir dans sa vie, Touria. Elle a passé son bac contre l'avis de son père. Elle qui se voyait plus en executive woman s'est retrouvée en femme au foyer. Elle était d'accord avec cela, par amour pour Frédéric. D'ailleurs, elle serait passée par le trou d'une serrure par amour pour Frédéric. Touria est tellement amoureuse qu'elle ira jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Et cela à 2 reprises. Un appel au secours qui pourtant ne fera pas revenir Frédéric Guittard. Car le père de famille, lui, a tourné la page. Il l'énervait, mais elle l'aimait terriblement. Et elle ne pouvait pas imaginer qu'il soit avec d'autres femmes. Et ça, c'était vraiment difficile. Donc elle cherche par tous les moyens à casser les rencontres qu'il peut faire sur Internet. Elle va elle-même sur les sites de rencontres. Elle s'inscrit pour surveiller Frédéric. Et Frédéric en a ras-le-bol. Il décide de se rapprocher d'un avocat et de déclencher une procédure de divorce. Alors quand elle apprend qu'il y a une procédure de divorce, elle me dit c'est une requête en conciliation, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on commence une procédure de divorce, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller à son terme. Elle me dit alors ça me va, ça veut dire qu'il y a encore une chance. Seulement voilà, quelques semaines avant le meurtre, l'audience de conciliation devant le juge s'est soldée par un échec. Alors, Touria aurait-elle mal vécu cette procédure de divorce avec Frédéric Guittard, au point de commettre l'irréparable? L'hypothèse est séduisante, mais la mère de famille dispose d'un solide alibi. Devant les policiers, Touria raconte. Elle a passé le week-end qui a précédé le crime, entourée de ses 2 filles et de son neveu. Le samedi, en fin de journée, la petite famille a participé à la traditionnelle fête des voisins devant sa maison. Touria faisait partie des voisins, peu importe, locataire, propriétaire, tout le monde est invité à la fête des voisins. Ça réunit une bonne proportion des habitants, tout le monde apprécie cette soirée-là. Un voisin immortalisera même l'événement. Sur cette photo, on repère assez clairement les membres de la famille de Touria et Touria elle-même. À ce moment-là, rien ne laisse présager qu'elle pourrait être sur le point de commettre un meurtre.
Aux policiers, Touria continue de raconter par le menu son week-end. Mais c'est surtout la journée du crime sur laquelle elle doit s'expliquer, le lundi 29 juin 2015. Car grâce à l'autopsie, on sait que Frédéric a été tué entre 9h et 13h30. Alors que faisait Touria à ce moment-là? Les enfants dorment encore, ils ont regardé des films la veille, tout le monde s'est couché un peu tard. Là, Touria va nous raconter qu'elle va aller acheter des cigarettes parce qu'elle n'a plus de cigarettes, qu'elle va se rendre non loin de son lieu d'habitation. Les policiers, évidemment, ne se contentent pas des explications de Touria pour la croire sur parole. Ils vont vérifier via la téléphonie, le tabac, la boulangerie, son domicile. Tout ça colle parfaitement avec ses déclarations. Des vérifications qui établissent que Touria est restée chez elle ou à proximité de son domicile de 7h30 à 16h, alors que Frédéric est exécuté dans la matinée. Touria n'aurait donc rien à voir avec la mort de son mari. Et alors que le meurtrier de Frédéric court toujours, un élément inespéré va faire basculer l'enquête. Après des semaines d'enquête infructueuses et de fausses pistes, c'est l'analyse du téléphone portable de la victime qui va permettre aux policiers de sortir enfin de l'impasse. Aux alentours de 9h30, on constate que le téléphone portable de Frédéric Guittard va se déplacer sur la commune d'Ivry-l'Évêque. Ça veut dire que le téléphone de la victime a continué à vivre après la mort de son propriétaire et qu'il a circulé. Le téléphone portable va suivre l'itinéraire de l'autoroute A28 en direction du sud de la France. Ce téléphone va cesser de borner aux alentours de la commune d'Écommois, une commune située dans la Sarthe, non loin du Mans. Le téléphone va arrêter d'émettre brutalement. On suppose que celui qui le détient l'a éteint. Cette personne, c'est vraisemblablement le meurtrier de Frédéric. Alors pour l'identifier, les enquêteurs vont vérifier si un autre téléphone portable a suivi le même chemin que celui de Frédéric. On va s'apercevoir qu'effectivement, à chaque bornage du téléphone de Frédéric Guittard correspond aux mêmes bornes et au même moment à la seconde près, eh bien la présence d'un autre téléphone portable qui bouge avec celui de Frédéric Guittard. Celui d'un particulier, Jean-François Ornano, un Corse qui vit à Ajaccio. Les policiers vont tenter d'en savoir un peu plus sur cet homme. Et pour cela, ils vont le placer sous surveillance discrète. Il n'a pas un profil de tueur. Il est inconnu des services de police, à part une vague histoire où il était porteur d'une matraque télescopique. On est quand même loin d'un tueur à gages. Mais tout de même, il y a un lien entre Jean-François Ornano et Frédéric Guittard. Car la compagne du Corse, Magali Pinardo, se trouve être la meilleure amie de Touria Ravjaoui, l'ex-femme de la victime. Et chose incroyable, Magali Pinardo était au Mans le week-end du meurtre. Les enquêteurs établissent de façon formelle que Jean-François Ornano et Magali sont montés d'Ajaccio pour passer le week-end au Mans, qu'ils en sont repartis le lundi en début de matinée. S'agit-il d'une coïncidence? Les policiers n'y croient pas une seule seconde. Mais avant d'entendre Magali Pinardo et Jean-François Ornano, ils vont mener l'enquête sur ce couple qui focalise leurs soupçons. Magali Pinardo est née à Paris en 1973. Diplômée d'un CAP de secrétariat, elle intègre un cabinet d'avocats à l'âge de 29 ans. Elle saura s'y faire remarquer. Magali, elle n'avait jamais travaillé dans un cabinet d'avocats et elle a appris très très vite. Elle était une excellente dactylo, elle tapait très vite, elle abattait un boulot monstrueux.
C'est une jeune femme extrêmement enjouée, dynamique, souriante, attentive aux autres. Mais derrière le sourire de la secrétaire juridique se cache une souffrance. Car Magali est atteinte d'une maladie génétique rare appelée syndrome de Ehlers-Danlos, qui provoque des douleurs dans tout le corps ainsi qu'une fatigue chronique. C'est une maladie qui l'a fait extrêmement souffrir au niveau articulaire. Qui nécessitait un traitement relativement lourd. En 2013, et malgré la maladie qui la ronge, Magali décide de changer de vie et s'installe en Corse, à Ajaccio, espérant que le soleil amenuise ses terribles douleurs. Jean-François Ornano travaillait dans une épicerie à Ajaccio et Magali était une cliente. Jean-François et Magali vont se rapprocher. Et puis Jean-François va être cette espèce d'ange gardien, de protecteur de Magali qui va la prendre sous son aile. Et à partir de là, ils deviennent inséparables. Elle m'a appelé en me disant qu'elle avait rencontré quelqu'un avec lequel elle avait une relation très forte et qu'elle en était très heureuse. Et elle m'a expliqué qu'elle était en train de revivre avec lui. De revivre au sens de renaître. Cette nouvelle idylle, Magali en fait part à son amie, Touria. Même si les deux femmes habitent loin l'une de l'autre et qu'elles se voient rarement, elles sont en permanence en contact. La téléphonie permet de découvrir que Touria Rafjaoui et Magali sont constamment au téléphone, l'une avec l'autre, depuis 2-3 mois. Elles échangent des SMS, elles échangent des messages, elles échangent des communications téléphoniques qui durent parfois entre 5 et 7 heures. Les rôles vont s'inverser. Et c'est Touria qui va décrire un mari qui abuse d'elle. Touria, elle déverse sa douleur, la douleur de la séparation, les histoires de sexe de Frédéric, la peur de manquer d'argent. Et lors de ces conversations, Touria explique à son amie qu'entre elle et Frédéric, rien ne va plus. Depuis le début de leur procédure de divorce, ils se mènent une guerre où tous les coups sont permis. Elle va très loin dans son agressivité. Donc Touria Rafjaoui va appeler une amie de Frédéric Guittard pour lui dévoiler qu'il côtoie d'autres femmes. En réponse à ça, Frédéric, lui, la menace. Il la menace de diffuser des photos un peu olé olé. Un cliché qui serait compromettant. Finalement, c'est une capture écran d'un site de rencontre. Il lui dit que si elle continue, il va révéler à sa famille un certain nombre d'habitudes et de mœurs qu'elle a et qui ferait l'effet d'une bombe au sein du clan de Touria. Le récit que lui fait Touria va lui parler, va l'ébranler, elle va prendre fait et cause. Et c'est comme ça que Magali Pinardot s'est probablement senti l'âme d'un vengeur masqué. Face au déboire de Touria avec Frédéric Guittard, Magali, la confidente, lui serait-elle venue en aide? Aurait-elle entraîné avec elle son compagnon Jean-François? Ils sont tous les trois interpellés et placés en garde à vue. Les policiers attendent des explications. Ils vont dans un premier temps les laisser parler, sans dévoiler les éléments à charge dont ils disposent déjà. Et dans un premier temps, les uns et les autres vont nier toute implication. Mais la perquisition au domicile des Corses va donner une toute autre image de Jean-François Ornano, bien loin de l'homme sans problème du début de l'enquête. On va saisir du matériel informatique chez Jean-François Ornano. Il va en ressortir un certain nombre de clichés assez étranges. On découvre que Jean-François Ornano est féru d'armes à feu. On le voit lui-même manier tantôt des pistolets, tantôt des carabines, tantôt des fusils. Seulement sur ces photos, aucune arme ne correspond à celle qui a coûté la vie à Frédéric Guittard. Les policiers vont tout de même faire une autre découverte, plus compromettante, celle-là. Les policiers vont découvrir un ordinateur dans la chambre
de la fille de Jean-François. Et cet ordinateur, c'est un ordinateur portable de la même marque que celui qui a été dérobé au domicile de Frédéric Guittard le jour de sa mort. Quand les enquêteurs vont fouiller cet ordinateur, ils vont s'apercevoir que tout a été effacé. L'enquête va confirmer que l'ordinateur est bien celui de Frédéric Guittard. Ça pose quand même un sacré problème. Il n'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit, donc il est forcément en lien. Et puis c'est pas tout, parce qu'on va en perquisition dans le véhicule de Jean-François Ornano découvrir l'itinéraire imprimé Ajaccio-Le Mans. Ce document daté du 17 juin prouve que le couple a pris soin d'organiser son voyage 12 jours avant la date du meurtre de Frédéric Guittard. On constate qu'ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. Ils sont venus avec une intention bien déterminée, c'est aller rendre visite au mari de Touria. En effet, une fois saisis leur portable, les enquêteurs découvrent des échanges entre Magali et Jean-François qui laissent peu de place au doute. Voici ce que Magali a écrit à Jean-François Ornano. Ma meilleure amie est harcelée par son mari. Un gros bâtard qui vient de lui dire que c'est dommage qu'elle se soit ratée lorsqu'elle a tenté de se suicider. Et Jean-François Ornano de répondre: on va aller faire un petit tour au Mans et lui expliquer la vie à cet enfant de putain. Ce qui est absolument hallucinant, c'est que Jean-François Ornano n'a aucun lien avec Frédéric Guittard, il l'a même jamais vu. Il a uniquement cette vision de Touria qui est répercutée en quelque sorte par Magali, et il veut lui rendre service, il veut l'aider. Preuve en est, ces derniers SMS. Franchement, c'est une balle dans la tête qu'il mérite. Dis-moi, et nous y allons. Cet échange de SMS, en réalité, il décrit très clairement ce qui s'est passé dans l'appartement de Frédéric Guittard. On nous parle tout simplement de mettre une balle dans la tête de Frédéric Guittard. Et le fait est que c'est ce qui s'est passé. Face à ces découvertes accablantes, la veuve de Frédéric Guittard, Touria Ravjaoui, va parler en premier. Touria Ravjaoui, dans le cadre de sa garde à vue, après avoir nié farouchement toute implication, va finir par reconnaître qu'elle avait longuement parlé avec Magali au téléphone pour lui parler de sa haine. Elle expliquait que Magali avait épousé sa haine et qu'elle était venue avec Jean-François Ornano. Touria confirme avoir hébergé le couple corse le week-end du drame. Arrivés d'Ajaccio le samedi en fin d'après-midi, ses invités ont même participé à la fête des voisins. Touria nous a dit qu'un couple d'amis venant de Corse serait là. Dans mes souvenirs, Jean-François n'était pas exubérant. On a bavardé et j'ai eu le souvenir, non, de quelqu'un d'agréable et de calme et posé. Souvenez-vous, sur la photo où l'on distinguait Touria et sa famille lors de la fête, les enquêteurs reconnaissent à présent Magali Pinardeau et Jean-François Ornano. Apprendre que quelqu'un avec qui on a bavardé et qui a laissé une impression tout à fait normale, correcte, apprendre qu'il peut être mêlé à un meurtre, c'est surprenant, oui, c'est ahurissant. Pourtant, c'est bien au cours de cette soirée en apparence bon enfant que l'expédition punitive aurait été décidée. Touria explique aux policiers que tout bascule en fait le soir de la fête des voisins. Et il y a une longue discussion où là, Touria comprend qu'ils vont l'aider. Jean-François Ornano va finir par lui dire que ce que méritait Frédéric Guittard, c'était une bonne correction. Mais pour infliger une bonne correction à Frédéric, encore faut-il connaître son adresse. Là aussi, la veuve va admettre son implication. Le dimanche précédant l'assassinat de Frédéric, eh bien, elle a montré au couple corse où vivait Frédéric.
Mais face aux policiers, Touria insiste. À aucun moment il n'a été question de meurtre. Il s'agissait juste, pour elle, d'intimider Frédéric Guittard. Elle argumente cette hypothèse en disant qu'à un moment donné, Jean-François lui a montré un taser. Donc, elle était relativement rassurée en se disant bon, finalement, il ne va pas lui arriver grand-chose de grave. Et voici selon Touria comment cela se serait déroulé le jour du drame. Le trio se serait mis en route le lundi à 8h30. Jean-François et Magali, munis d'un pass qu'elle avoue leur avoir confié, auraient alors pris la direction du domicile de Frédéric Guittard. De son côté, la mère de famille aurait attendu leur retour sur le parking d'une grande surface, tout près de chez elle. Il est 9h20 lorsqu'elle les aurait vus revenir. Dans les yeux de Jean-François Ornano, elle comprendra qu'en réalité, Frédéric Guittard a été victime de quelque chose de grave. Et en gros, elle dit je me suis un peu fait piéger, hein, j'ai été dépassée par les événements. Moi, je voulais pas tout ça. Je ne voulais certainement pas la mort du père de mes enfants. Pour Mélissa et Salomé, c'est l'incompréhension. Jamais elles n'auraient pu soupçonner leur mère d'être mêlée de près ou de loin à l'assassinat de Frédéric. Moi, vraiment, j'ai été surpris. Hein. J'imaginais pas que Touria puisse faire ça. Vraiment, ça m'a... C'était... Ben voilà, bon, comme c'était un couple d'amis, on veut refuser cette possibilité. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Ajaccio, Jean-François Ornano et Magali Pinardot, eux aussi en garde à vue, ne vont pas du tout raconter la même histoire. Magali est interrogée, non pas dans les locaux de la police, mais à l'hôpital. Elle bénéficie d'une dérogation pour raison médicale. Les policiers corses soumettent à Magali le récit de son ami Touria. Et à ce moment-là, la compagne de Jean-François Ornano va leur faire une surprenante requête. Elle va dire, moi je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé, mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut que j'écrive à Jean-François. Et elle va faire un courrier à Jean-François, une lettre d'amour. Magali va s'excuser, elle va dire à Jean-François qu'elle l'aime, qu'il faut lui pardonner. Et après avoir fait ce courrier qui va être transmis à Jean-François, Magali va donner sa version et contre toute attente, elle va se dénoncer, c'est-à-dire que c'est elle qui a tout fait toute seule. Face aux révélations de sa compagne Magali, Jean-François Ornano réagit et va prendre de court les policiers. Jusqu'à présent, Jean-François il nie tout. Et dès qu'il sait que Magali a avoué, il dit non, arrêtez, c'est pas elle, c'est moi. Jean-François Ornano et Magali Pinardot se disputent le rôle principal dans le meurtre de Frédéric Guittard. Qui croire? C'est toute la question. À ce moment-là, Jean-François Ornano, pour prouver qu'il serait bien l'auteur du crime, va fournir aux policiers des preuves de sa participation. Il aurait agi à la demande de Touria, l'ex-compagne de Frédéric Guittard. Il va expliquer que Touria Rafjaoui lui aurait demandé d'aller récupérer des fichiers informatiques, des éléments compromettants et qui se trouvent dans l'ordinateur de Frédéric Guittard. Car souvenez-vous, ces éléments compromettants sont en réalité les photos dénudées de Touria que Frédéric détenait et avec lesquelles il la faisait chanter. Elle aurait donc cherché à les récupérer, mais ce n'est pas tout. Selon le Corse, la veuve lui aurait demandé de prendre sur le bureau de son époux un stylo d'une grande valeur. C'est un cadeau de longue date. En subtilisant ce crayon, c'est un peu le trophée de chasse. Ensuite, Jean-François explique être venu armé d'un revolver. Et il livre une chronologie très précise de l'exécution de Frédéric Guittard.
Il a tiré sur Frédéric Guittard en indiquant d'abord avoir tiré dans le flanc, et puis ensuite il va évoquer spontanément avoir tiré dans la nuque. Donc là encore, on a un élément important parce que Jean-François Ornano va donner spontanément la localisation d'un tir qui a effectivement existé, puisque le tir dans la nuque existe bien. Ensuite, Jean-François aurait abattu Frédéric Guittard d'une ultime balle dans la tempe. Après être descendu du domicile de Frédéric Guittard, Jean-François Ornano rejoint Touria Rafjaoui sur le parking du Super U. Touria Rafjaoui lui dit qu'il faut qu'il jette le téléphone et qu'il peut garder l'ordinateur portable. Il indique s'être débarrassé du téléphone dans la mer entre Marseille et l'île de Corse. Si l'on en croit la version de Jean-François Ornano, Touria aurait donc non seulement commandité le meurtre de son mari, mais pire, elle l'aurait prémédité. Les enquêteurs en sont persuadés et ils pensent détenir un mobile. Car au moment du meurtre, Touria, en pleine procédure de divorce, craignait de tout perdre. D'autant que son mari, Frédéric Guittard, est ce que l'on peut appeler un homme dur en affaires. Elle savait bien qu'elle avait Fred en face, entre guillemets, en face de lui au moment du divorce, et que Fred était très fort. Hein. Donc elle savait qu'elle risquerait d'y perdre des plumes. Hein. Donc ce que se dit Touria Rafjaoui, c'est qu'à partir du moment où le divorce n'est pas prononcé, elle est donc juridiquement toujours mariée. Les époux avaient consenti à ce qu'on appelle une donation dernier vivant. Concrètement, ça veut dire que le conjoint survivant allait hériter de l'ensemble des biens du défunt. Touria aurait donc eu tout intérêt à commanditer le meurtre de son mari. Mais qu'est-ce que les Corses avaient à y gagner? Touria leur avait-elle proposé une partie de son héritage pour les remercier d'avoir été son bras armé? Jean-François et Magali voulaient ouvrir à Ajaccio un restaurant savoyard. Et je dois dire que je n'ai pas pu m'empêcher non seulement de sourire, mais de rire lorsqu'elle m'a annoncé ça, en disant « Mais attends, Magali, un restaurant savoyard à Ajaccio, c'est pas vraiment de saison. » Elle m'a dit « Si, on a fait une étude, on s'est renseigné, et on nous a dit que ce serait très bien parce qu'il n'y en a pas du tout sur l'île, donc on sera les seuls. » Mais comment est-ce qu'on peut imaginer avoir le projet d'ouvrir un restaurant quand on n'a strictement aucune issue financière pour financer tout ça? Parce que du côté du couple corse, ça roule pas sur l'or. Magali est veuve, elle touche une petite pension de réversion. Lui, il gagne rien. Seul problème, les enquêteurs ne trouveront jamais la trace d'un quelconque paiement entre Touria et le couple corse. Et cela n'a rien de surprenant. Car en réalité, la veuve va découvrir à la mort de son mari qu'elle n'est plus la bénéficiaire de l'héritage, comme elle le croyait. Chez le notaire, elle a eu une espèce de surprise plus que désagréable de découvrir que Frédéric avait révoqué cette donation. Dans le cadre de cette procédure de divorce, il avait modifié son testament. À partir du moment où il n'y a pas la matérialité du paiement, on ne pourra jamais prouver que c'était un contrat. À l'issue de leur garde à vue, Magali et son compagnon corse Jean-François Ornano sont mis en examen pour l'assassinat de Frédéric Guittard, ainsi que Touria, l'ex-femme de la victime, qui, elle, est mise en examen pour complicité. Tous les trois sont placés en détention en attendant leur procès devant les assises de la Sarthe. Ils risquent la prison à vie. Mais un rebondissement dramatique, quelques jours avant le début de l'audience, va rebattre toutes les cartes. Le 17 janvier 2019, 11 jours avant le procès, Yann Le Guillou, l'ancien employeur de Magali Pinardot, reçoit un appel à glacer le sang. Je reçois un appel téléphonique d'un de mes amis qui
avait lu dans Nice Matin Corse, pour être très précis, un article indiquant que Magali était décédée. Magali est retrouvée morte chez elle, en Corse. Placée en liberté conditionnelle à cause du syndrome d'Ehlers-Danlos dont elle souffre, elle se serait suicidée en ingérant des médicaments. La dernière fois qu'elle m'a appelé, donc quelques jours avant son décès, elle m'explique qu'elle est vraiment, qu'elle arrive au bout, qu'elle ne pèse plus, je crois, que 40 et quelques kilos. Et elle ne sait pas si la maladie lui permettra d'aller jusqu'au bout de l'audience. Ça a été un peu la consternation pour tout le monde parce que ces déclarations étaient précieuses. C'était elle, l'élément central au sein de ce trio. Morte, Magali Pinardot pourrait bien faire office maintenant de coupable idéal. La famille de Frédéric Guittard, la victime, craint que ce coup du sort permette aux deux accusés restants d'échapper à leurs responsabilités en minimisant leur implication dans l'assassinat. Dès l'ouverture du procès, leurs craintes vont se confirmer. Interrogée, Touria Ravjaoui se présente à la cour en victime. À ses filles, elle va même jusqu'à déclarer « Je n'ai pas tué votre père. Je n'ai jamais voulu sa mort. Je sais que la reconstruction va être difficile pour tous. Je n'ai peut-être pas toujours été une bonne mère, mais la seule certitude que j'ai, c'est que je vous aime de manière inconditionnelle. » Une ligne de défense à laquelle Mélissa et Salomé, les filles de Touria, ne s'attendaient pas. Les filles sont persuadées de la culpabilité de leur mère depuis longtemps. La petite, elle m'a même dit maman, tu fais du théâtre, c'est insupportable pour moi. » C'est elle qui remettra le badge au couple corse, c'est elle qui va conduire Jean-François et Magali sur les lieux du drame. Et puis elle nous dit moi je suis totalement étrangère à l'assassinat de mon mari. Je pense que pour un être humain, se dire qu'on peut être malgré soi responsable de la mort de l'homme avec lequel on a partagé 25 ans de vie commune, c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter. De son côté, Jean-François Ornano reste de marbre dans le box des accusés. Mais face aux larmes des filles de sa co-accusée, il va faire totalement volte-face. Alors, mensonge ou vérité? Jean-François Ornano se lève et demande à prendre la parole. Il nous dit qu'il en a marre de toute cette histoire, qu'il a été touché par les pleurs des filles de Frédéric Guittard, et il dit qu'il veut donner la vérité. Il raconte que jusqu'à présent, il a couvert sa compagne, Magali, qu'elle est décédée et qu'il n'a plus rien à perdre. Il va nous expliquer que Magali Pinardot, alors que c'est une femme fragile, c'est une femme malade, c'est une femme chétive, eh bien Magali Pinardot va alors entrer en confrontation avec Frédéric Guittard qui fait plus de 100 kilos. Alors qu'il a toujours expliqué avoir tué Frédéric Guittard, cette fois Jean-François Ornano charge sa compagne Magali, aujourd'hui décédée. Dans la salle d'audience, l'ancien employeur de Magali n'y croit pas une seule seconde. Je n'arrive pas à m'imaginer Magali, un pistolet à la main et tirant à 2 reprises. Ça ne cadre pas avec la personne que j'ai connue pendant 11 ans. Seulement cette version de Jean-François Ornano va faire son petit effet. Au moment du délibéré, la cour d'assises, pour alléger sa peine, va décider de changer son chef d'inculpation, qui jusqu'à présent était meurtre avec préméditation. À partir de là, Jean-François Ornano n'a pas été déclaré coupable pour
assassinat, mais seulement pour complicité d'assassinat. À l'issue du procès, Jean-François Ornano est condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Touria Ravjaoui écope, elle, de 20 ans, également pour complicité d'assassinat. Dans le box des accusés, la cour d'assises de la Sarthe nous explique qu'il n'y a pas l'assassin de Frédéric Guittard. On a en réalité 2 complices. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai eu encore plus de questionnements. De toute façon, comme il n'y a pas d'aveu, on n'a pas la vérité. Voilà. Les proches de Frédéric Guittard vont être confrontés à une nouvelle épreuve. Car la mère de famille ainsi que le parquet, insatisfaits du verdict, ont fait appel. Touria Ravjaoui et Jean-François Ornano seront rejugés et sont donc pour l'instant toujours présumés innocents. Quant aux 2 filles de la victime, Mélissa et Salomé, elles restent inconsolables, car cette tragédie a brisé à tout jamais leur famille. Pour Mélissa et Salomé, c'est une situation qui est terrible. Parce qu'elles perdent leur père qu'elles aimaient, qu'elles adulaient, qui était doux, bienveillant, qui était soutenant. Mais aussi, elles perdent une mère, mais ça reste encore leur maman. Et donc, elles ont des sentiments mêlés. Elles sont, je pense, un peu torturées. Et pour elles, c'est compliqué. Et elles vont devoir affronter l'année qui suit jusqu'au prochain procès pour peut-être enfin pouvoir faire leur deuil.